c'était très mauvais. Voilà, exactement. Reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Et bienvenue tout le monde à After Eight, le talk show consacré à la construction, à la déconstruction et aussi à la destruction de la pop culture. After Eight, on aime bien détester, mais aussi on aime bien trouver de la qualité dans les décombres. Alors, ce podcast va donc parler ciné, comics, jeux vidéo et qui sait, politique, même si j'ai l'impression que ça va pas être le cas cette semaine, puisque c'était le cas dans notre épisode 0. Voilà, mais pas toutes les semaines. Voilà. Je m'appelle Daniel Andreev, aka Camille Robotics sur Twitter. Et pour animer avec moi ce talk show, j'ai mon ami Benjamin François. Bonjour, Quix. Salut Daniel. Qui est live de son bunker d'enregistrement, plus 8 heures de décalage, donc before 8. 9h. 9h, oui. Mais c'est tout le concept de l'émission. Voilà. Et notre discussion du jour va porter sur Street Fighter V. Un jeu au cœur de l'actu qui déchaîne les passions. Les passions, les rage quits, ça déchaîne beaucoup de choses, hein, Street Fighter V. Ouais, et toi tu as beaucoup joué, je crois. On a le jeu tous les deux. Donc ouais, on va en parler. Alors j'y ai joué, je sais pas, je dirais une dizaine d'heures pour l'instant. C'est peut-être pas beaucoup, mais ça m'a permis d'observer quelques comportements déjà. Mais d'abord, mon camarade Quix, comme c'est notre premier vrai épisode, avant bien sûr qu'on trouve une nouvelle formule d'ici le deuxième. Voilà, puis une nouvelle formule. Quelle est ton actu en ce moment? Quelle est ta breaking news, comme dirait ta voisine Lolo Haïm? Alors, ma breaking news, c'est, comme tu l'as dit, j'habite à Los Angeles. Et la grosse news, c'est qu'on a une nouvelle ligne de métro qui va ouvrir le 20 mai, donc d'ici 2 mois. Ça peut être un détail pour les Parisiens qui ont des lignes de métro en veux-tu en voilà, mais pour Los Angeles, c'est quand même assez historique parce qu'à l'heure actuelle, on est limité à 6 lignes dans une ville qui peut en contenir 7. Il y a une carte qui circule sur Internet qui montre qu'on peut faire tenir San Francisco, Boston, Milwaukee, Minneapolis, Pittsburgh, Saint-Louis, Cleveland et tout Manhattan dans Los Angeles. Je peux te laisser imaginer que 6 lignes de métro c'est une ville de bagnole. Hein. Ah, c'est une ville de bagnole, c'est une ville construite par et pour la bagnole. Et donc, dans une ville de cette taille-là, je te laisse imaginer que 6 lignes de métro, c'est pas terrible. Donc, quand il y en a une nouvelle qui ouvre, c'est assez historique. Donc, c'est un métro qui s'appelle un métro léger. C'est à mi-chemin entre un tram et un métro, c'est-à-dire que dans ce qui s'appelle le quartier Downtown Los Angeles, ça va être souterrain, mais ailleurs, c'est en extérieur. Ça partage pas forcément les routes avec les voitures, mais par contre, il y a des passages à niveau, donc c'est en extérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Los Angeles, dans les années 50, si vous avez joué à L.A. Noire, vous êtes déjà au courant, il y avait des trams un peu partout à Los Angeles et que ça permettait donc de rejoindre de Downtown L.A. à Santa Monica, qui est sur la côte. Mais ça, depuis 60 ans, ça n'est plus le cas depuis que le tram ça a été... prendre 5 heures pour y aller. Je sais pas combien de temps ça prenait, mais ouais, ça devait être assez long parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même 15 miles, donc 15 miles, ça fait à peu près 20-23 kilomètres. Et que là, la ligne de métro qui vient d'être construite, et donc qui est une prolongation d'une ligne déjà existante. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, elle fait Downtown LA Culver City qui est à peu près à mi-chemin. Et donc, on prolonge cette ligne-là. Cette ligne mettra 40 minutes à aller de la jetée de Santa Monica au Convention Center où se déroule le 3. Ça peut paraître long pour 15 miles, mais c'est quand même pas mal comparé au temps qu'il faudrait en prenant l'autoroute pendant les fameux commute time, donc les heures auxquelles les gens vont au travail. Voilà, les heures de pointe. En voiture, parfois, l'heure de pointe, ça multiplie ton trajet par 4, par 5, enfin c'est démentiel. Des trajets que tu fais en 20 minutes, des fois tu mets 1h30 parce que les embouteillages du péri, c'est de la gnognotte à côté. Donc oui, c'est un événement pour ce nouveau tracé du métro qui suit... C'est un événement parce que c'est en bas de chez toi en fait surtout. C'est particulièrement un événement pour moi, mais c'est quand même un événement pour beaucoup de gens parce que c'est la première ligne de métro depuis 60 ans qui relie l'océan et ça c'est pas rien mine de rien. L'océan, la côte, le côté Los Angeles, West Los Angeles. Parce que les lignes actuelles, elles vont plus au sud, au nord, à l'est, mais il n'y a pas de ligne qui rejoignait Santa Monica au centre de Los Angeles. Donc c'est un petit événement quand même. Et est-ce que tu vas renoncer à ta caisse et donc tu vas aller utiliser ce métro tous les jours? Et je vais utiliser ce métro tous les jours parce que j'ai la chance d'avoir mon travail qui est sur l'itinéraire du métro et une station qui est pas loin de chez moi, donc ce sera vraiment super. Il y aura un train toutes les 12 minutes. Alors pour un Parisien, ça peut prêter à rigoler parce que quand on est à Paris, quand on voit que le temps à attendre c'est plus de 5 minutes, généralement on est un petit peu dégoûté. Là c'est toutes les 12 minutes, mais c'est déjà un super progrès.
Et il faut quand même savoir que ils ont fait les choses en grand. Tout le long de la ligne de métro, il y a une piste cyclable. Donc je vais essayer d'alterner vélo, métro. Et pour quiconque est déjà venu à Los Angeles, je peux vous dire que c'est un luxe. Putain, Donc tu vas être un homme nouveau. je vais être le roi du pétrole, je vais être super heureux. Et toi alors, Daniel, Alors, quelles sont tes news? Bah écoute, en fait, tu sais, nous enregistrons au moment où hier, on a eu droit aux fameux soirées des Césars. Et donc, c'est un moment très particulier où on enchaîne César et Oscar. Donc, c'est des soirs où on se couche tard, en fait. Et donc, c'est un peu entre un débrief des Césars et aussi ce qu'on attend des Oscars. Et je peux te le dire officiellement, je suis nul au pronostic. Parce qu'en Ouais. j'arrive pas à faire le pronostic de celui qui va gagner. Avant, je le faisais plutôt bien. Maintenant, je suis trop dans la passion. C'est-à-dire, moi, quand il y a un film qui me touche, je me dis, c'est ça qui doit gagner. Et ben là, moi, j'ai tout misé sur Dipan et sur le film de Desplechin. Et Dipan, c'est le Audiard, c'est ça? c'est le film de Jacques Audiard Ouais. et le Desplechin. Et 3 trucs sur ma jeunesse, là. Mhm. Et qui étaient mes 2 favoris. Et ben finalement, c'est Fatima et Mustang qui ont vraiment tout raflé. Des films que j'ai pas vus en fait. Et, Ouais, moi j'en ai même pas entendu parler ici aux US, si tu veux. je me suis fait complètement blacksidé par ces films. Et ils ont donné le prix d'interprétation à Vincent Lindon pour La Loi du marché, un peu pour faire allusion, parce que le film est pas si génial que ça. Alors, moi j'ai bien aimé La Loi du marché. Le film est pas forcément si génial que ça, Ouais. mais Lindon est très très bon. Faut quand même reconnaître. Ouais, j'ai une passion un peu de. Que j'ai vraiment une passion de jeune fille pour Vincent Lindon, ce mec qui me passionne quoi. Il a un truc à fleur de peau. Il sait incarner ces genres de mecs brisés. C'est vraiment son truc. Et plus il a une moustache et plus il est dégradé dans la vie. Ah, mais Non, t'as mais l'impression que c'est un rôle de ce mec. composition pour lui, quoi. Le jour où il Ah ouais, tourne complètement. plus, tu le vois dans le perso de La Loi du marché direct. Et alors du coup, bah écoute, moi quand je vois ça, bah je pense surtout aux absents, c'est-à-dire bah il y avait pas mes films préférés ne serait-ce que les comédies. J'ai adoré Papa ou Maman, qui était mon top de la comédie de 2015. Comment c'est loin de Orelsan, qui est vraiment un grand film à mon avis. C'est vraiment la chose qui se rapproche le plus d'Apato en comédie française à mon avis. Mais est-ce C'est que, euh, c'est vraiment un très très bon film quoi. est-ce que les comédies françaises sont pas un peu snobées lors des cérémonies comme ça, comme les Alors, Césars? sauf quand c'est les frères Larieux, et là il y avait quelques nominations pour les frères Larieux. Il y avait Karine Viard qui était nommée pour 21 nuits avec Patty, qui est géniale, qui est absolument géniale dans ce film, puisque pendant tout le film, elle ne fait que faire des monologues pour raconter comment elle se fait démonter la gueule par tous ses amants quoi. Elle a eu des milliards d'amants et elle raconte ça avec un verre de vin à la main. Putain, tu sais quoi, je pourrais faire juste un cut rien que de ça. Ça m'irait complètement comme film. Elle est géniale dedans. Et si un jour on m'avait dit que je dirais autant de bien de Karine Karine Viard un jour Viard. dans ma vie. Il y a le nouveau qui est génial, qui est presque une préquelle des Beaux Gosses, qui est vraiment un film qui a vraiment compris ce que c'est que le moment un peu compliqué entre le collège et le lycée, tu sais, ce moment vraiment dur où les garçons sont un peu mal dans leur peau et ils essayent de plaire aux filles, les filles commencent à exister pour eux et c'est vraiment compliqué et se faire des amis au collège, c'est vraiment un très 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 beau film sur l'enfance. Et donc voilà, il y a tous ces films qu'on n'a pas vus. Et puis bien sûr, moi j'étais très Dipan, qui est quand même un revenge movie sur un tamoul en banlieue française. C'est genre, pour moi, c'est que ça sonne comme une poésie quand je dis ça. Et du coup, maintenant, j'attends les Oscars. Et les Oscars, c'est pas une très bonne année pour moi. Je trouve que, bah alors, Mais quels sont tes pronostics pour les Oscars du coup? Comme ça, on saura ce qui va pas gagner. Disclosure, je n'ai pas vu Revenant. J'étais malade. Ça s'entend peut-être encore. J'étais sur le point d'aller le voir, donc je vais le voir soit ce soir, soit demain, juste avant les Oscars. Je pense que DiCaprio va perdre. Parce qu'en fait, j'ai un truc avec DiCaprio, c'est que ce mec-là, il fait plus que des rôles à Oscar. C'est-à-dire, il se dit, ouais, moi, je tourne plus qu'avec des réalisateurs que j'aime et que j'admire, Scorsese et tout ça. Tu vois, le mec, il se la joue, quoi. Et un acteur, il faut qu'il puisse jouer tout. Et à chaque fois qu'il joue les mecs un peu sur-sérieux, tu vois, enfin, le rôle type à Oscar, je dis, pète un coup, DiCaprio, et
fais-toi une rom-com. Enfin, tu vois, il n'y a pas de crime à faire des films plus légers aussi, à avoir. C'est pas forcément un manque d'ambition, c'est aussi faire du cinéma, tout ça. Mais on Et du dirait que coup, l'Académie a le même problème que toi avec DiCaprio, en fait. non, mais du coup, à chaque fois, il fait ses films à Oscar qui sont pas toujours très bons. Et du coup, les gens disent, oh là là, quel grand acteur. Moi, je trouve pas que c'est un grand acteur. Je trouve que il fait son taf. Mais tu prends par exemple un film comme Django Unchained. Django Unchained, il est le moins bon acteur sur un lot de. Ils sont tous à fond. Ils prennent le matériel que leur donne Tarantino et ils le portent à une autre hauteur. Et lui, bah, il fait son taf, quoi. Mais tu vois, moi, toute cette histoire de, bah, il tape sur le crâne, il s'ouvre la main, il continue à jouer, et que les gens font oh là là, c'est héroïque, ou The Revenant, où on dit, waouh, il a mangé un cœur de buffle, ou je sais pas quoi, là. Oh là là, il a vomi, c'est vraiment. Ben moi, j'en ai rien à foutre, j'ai pas envie qu'on me parle de ça. Moi, je veux voir du cinéma, et j'ai pas envie d'avoir. Qu'on parle de la performance de DiCaprio parce que c'est pas la performance que j'aime, moi c'est le cinéma quoi. Et c'est pour ça que je pense que Fassbender va gagner pour ce qui est le pire parce que c'est un film que personne n'a vu aux États-Unis qui a fait un four. Oui, Steve Jobs. Steve Jobs a fait vraiment un gros four. Alors c'est un film très très compliqué en plus à aimer parce que bah, il est pas parfait quoi. Eh ben, je l'ai bien aimé malgré tous ses défauts. Et moi le principal la principale qualité que je lui reconnais, c'est que maintenant, on va peut-être arrêter d'avoir des films sur Steve Jobs. Voilà, on a celui-là, il vaut ce qu'il vaut, mais pour moi, c'est le définitif. C'est le terminus, là. Et Voilà. tu vois, je peux pas croire que Le Pont des Espions soit le meilleur film de l'année, parce que le meilleur, tu sais, je suis sorti de Le Pont des Espions, j'ai dit, ah, c'est un bon film de papa, quoi. Mais c'est tout. C'est très bien réalisé. Est-ce que c'est pas un peu triste quand même qu'on sorte d'un Spielberg en se disant c'est un bon film de papa? Ah non, parce qu'il y a peu de gens qui arrivent à faire ce genre de film. Avant, Eastwood y arrivait, quoi, à faire ce genre de film. Mais avec Spielberg, au moins, ça délivre. J'ai un problème avec tous les acteurs qui jouent les Russes dans ce genre de film, mais bon, c'est un problème. Il y a Seul sur Mars qui fait un espèce de vol critique. Ah bah, je sais que toi, tu l'as pas aimé, et moi, je l'ai adoré, donc... Bah, j'ai pas... Enfin, je trouve que c'est un film qui fonctionne dans sa première demi-heure, mais après qui se débunk automatiquement dès qu'il fait le contact avec la Terre. Il y a un camion qui passe dans ma rue, hein, je préfère prévenir. Ah d'accord. Bon bah écoute, j'espère que la tondeuse sera livrée. Non, vraiment, c'est pas un grand film, mais par contre, c'est super bien réalisé. C'est vraiment, c'est ce que j'appelle le savoir-faire Ridley Scott. Mais Scott, c'est un faiseur, je veux dire, même Prometheus, je le défends parce que Ridley Scott derrière, il sait ce qu'il fait. Parce que quand je vois les décors, la production value des films de Ridley Scott, c'est vraiment le seul truc vraiment à sauver dans ces films. Et moi, rien que pour la combinaison de Matt Damon qui ressemble à celle de Capitaine Flamme, je suis amoureux de ce film. Ah mais oui. C'est le seul truc à sauver hein, pour moi. Sinon après tout le reste, tous les personnages, le mec qui joue comme dans Newsroom, c'est nul. Enfin vraiment, c'est des acteurs que tu as déjà vu dans le même rôle dans les séries qui jouent à peu près la même chose au cinéma, c'est assez agaçant. Et moi mon favori c'est Mad Max, mais je pense pas qu'il va gagner. Si Mad Max gagne, écoute, champagne. À quoi est-ce qu'il est nominé Mad Max? Meilleur film. Meilleur film, mais il n'a pas meilleur effet spéciaux, truc comme ça aussi. Si, bien sûr, il doit en avoir plein. Oui, mais pour moi, c'est meilleur film le truc, le major film. Bon, et bah écoute, maintenant qu'on a fini avec un peu l'histoire de mes deux prochaines soirées, là, voilà. nous allons passer à notre sujet principal, qui est Street Fighter V, qui défraie complètement la chronique. That was wonderful. Bravo! I loved that. Oh, it was great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good, It though. could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. It was Get him terrible. away! Hey, boo! Boo! Alors, Quix, Street Fighter V, tu l'as. Daniel, je l'ai. Alors, j'ai Street Fighter V sur PC. Je suis un peu plus heureux maintenant que je ne l'étais quand il est sorti. Parce que je pense que tout le monde a entendu parler du lancement absolument catastrophique du jeu. Des serveurs en carton qui ne fonctionnaient pas. Du jeu qui est vendu en kit. Enfin, il y a énormément de choses à dire sur le jeu. Je suis à peu près content à l'heure actuelle, même s'il y a encore beaucoup de choses à corriger. Toi, Ouais, tu l'as sur PS4, Moi, je pense que le bilan moi, est je l'ai similaire. Je l'ai sur PS4. Écoute, moi je suis un grand joueur de solo parce que j'adore les histoires des jeux de baston. C'est mon péché mignon.
Et, Tu dois être encore plus malheureux que moi alors. et alors, quand j'ai vu le mode story avec les 3 rounds pour finir une histoire, au moins c'est bouclé très vite. Hein. Mais- Alors, il y en a certains, c'est 4, mais il y en a certains, c'est 2. Je crois que c'est Dictator, c'est M. Bison, c'est 2 Ouais. rounds. Mais C'est comparé incroyable. aux 12 matchs pour 12 matchs pour finir Smash Bros et en toutes les modes de difficulté différents, Mais c'est Les 12 c'est matchs une- pour terminer Street Fighter 2 en 1991, quoi, sans déconner. c'est une balade. C'est une balade et donc du coup, il y a pas de mode, il y a même pas de mode de jeu contre le CPU. Il y a un mode versus mais pas de CPU. Alors, en fait, le CPU, tu peux jouer contre en training si tu veux. Et puis, Ouais. bon, il y a le survival, mais c'est Et pas ben un voilà. vrai mode. Donc je me suis mis au survival et j'essaye de faire au moins 50 matchs en hard et il y a des gaps de difficulté, c'est vraiment chaudard. Et tu m'as fait la gentillesse de passer sur mon Twitch quand j'étais en train de me faire laminer par Tout à fait. l'ordinateur. Et je trouve qu'il y a plein de choses pas logiques en plus dans ce survival puisque si tu perds, tu gagnes 0 points. Genre, Ouais. t'as perdu tes 20 minutes alors que t'as joué, t'as fait des shoryu, t'as fait des trucs. Mais en fait, l'IA du mode survival est codée n'importe comment. C'est-à-dire que sur les 10 premiers matchs, tu tombes contre des bots qui font rien. Ensuite, tu vas avoir hop, un petit pic de difficulté. Puis ensuite, tu retombes sur les bots qui font rien. Et puis, si tu es en normal, les 5 derniers vont être un petit peu plus balèzes. Et puis, le 30e va être vachement plus fort. Puis, alors en hard, c'est encore pire. Enfin, c'est vraiment n'importe comment. La courbe de progression est débile. C'est des gros paliers. C'est genre, tu montes un escalier avec une marche qui fait 1,50 m de haut, quoi. Ça n'a aucun sens. Bah, moi, Et là, je sens mes limites hein, sur le. Ah bah, sur le jeu. non, Bah, mais je c'est me- très très dur. Ouais. Je Et- suis et- moins, ouais. je suis moins solo sur les jeux de baston que toi, mais j'avoue que quand Mortal Kombat, pas le 10, mais le précédent était sorti, j'avais trouvé ça vachement chouette qu'ils aient un mode story qui t'oblige à jouer avec tous les persos, être familier avec tous les persos, qui essaye de mettre un semblant d'histoire dans le lore Mortal Kombat, et autant dire que le lore Mortal Kombat, c'est quand même le bordel. Le seul truc plus bordélique, ça doit être Tekken. Et j'avais trouvé ça vachement cool. Alors, c'est ce que promet Capcom pour le prochain patch, mais à l'heure actuelle, en solo, on n'a rien. Et autant moi, ça me dérange pas forcément parce Et que je suis plus on a orienté rien, jeu et on a online. on a que 16 combattants, ce qui fait un peu lège-lège pour un jeu qui se veut un master game quand même. Ouais, mais honnêtement, 16, c'est pas C'est un forcément. jeu qui se veut un truc de compète et il y a que 16 persos quoi. Ouais, est-ce que c'est vraiment un problème? Je sais pas. Je pense que tu vois, Ultra Street Fighter 4 souffrait un peu du problème inverse. Il y avait tellement de persos, tellement de match-up à connaître que ça rendait le truc vraiment complexe. Bon, après, Street Fighter 4 avait aussi d'autres défauts. Là, on parle que des défauts de Street 5, mais dans ses qualités, il faut quand même avouer que le système de jeu est très très bon. Honnêtement, quand ça fonctionne, et c'est là tout que le bas blesse, quand ça fonctionne, c'est vraiment vachement bien. Donc c'est d'autant plus dommage que Capcom ait comme ça saboté son lancement. C'est de la bonne mécanique, ça c'est pas. C'est voilà les C'est vraiment mécaniques. c'est ce que j'aime. Je préfère jouer à ça qu'à Street 4 par exemple. Bah pareil, c'est vachement plus agréable. Les mécaniques de gameplay sont vraiment intelligentes. Il y a des petits détails qui ont l'air de rien comme ça, mais le fait d'avoir supprimé le chip damage sur le KO, c'est vraiment très cool. C'est-à-dire Ça que c'est une super bonne idée. voilà, Vas-y, le explique. chip damage, donc c'est quand un adversaire fait un coup spécial et que vous protégez, eh ben vous allez perdre un peu de vie. Sauf quand vous avez 0 vital, là ça peut plus vous mettre KO. Donc c'est-à-dire qu'on peut plus vous mettre KO en balançant une boule de feu sur vous alors que vous êtes au sol, que vous pouvez pas Plus esquiver. simplement, un coup dans la garde. Voilà, un coup dans la garde te quand tue vous pas. vous relevez ne vous tuera pas. Il faut battre l'adversaire avec un coup Un vrai normal, un vrai coup. Et ça, c'est vachement bien. C'est un petit détail et c'est bourré de petits détails comme ça qui sont vraiment très intéressants. Les crush counters, c'est une mécanique intéressante. Le crush counter, c'est un coup assez puissant et qui va avoir beaucoup de prio sur beaucoup d'autres coups. Il y a vraiment plein de petits détails comme ça qui sont vraiment chouettes et qui pour moi renforcent le plaisir de jeu. Là où une mécanique qui était censée être cool comme la saving dans Street 4 rendait le jeu incroyablement compliqué pour les débutants. Alors tu vas voir tout de suite la différence entre le technicien et l'amateur artiste. C'est que pour moi je trouve que l'esthétique est dégueulasse. Je les trouve tous laids les personnages, tous. Eh ben, Non, moi mais, je parle- joue je parle pas Chun-Li du et je la design. trouve très belle, donc je suis Je très parle pas du content. design, mais je trouve que leurs cheveux ils sont nazes. Je trouve que leurs muscles tout luisants, c'est moche. Ah bah, on peut parler Euh, du Master Moche, c'est quand même Ken, quoi. Ken, il est Ken horrible. Ken Sa coupe ressemble de à une vieille cheveux. dame. Mais Ken, on dirait qu'il a des bananes sur la tête, mais des bananes le fruit, quoi. Pas Ouais. la coupe de cheveux. Il est Au dégueulasse. début, j'ai vu Ryu avec une barbe et torse poil. J'ai dit putain, ça c'est bon, c'est le jeu de l'année pour moi. Avec Et en fait, costume. non, c'était pour la préco, c'était pour un truc de préco, donc je me suis fait entuber. Ouais, bah, moi Euh. j'ai préco le jeu sur PC, donc j'ai le costume de l'espèce de robe que Chun-Li avait déjà dans le 4, que je trouve personnellement
très joli. Je veux pas dire que j'ai commencé à jouer Chun-Li parce qu'elle avait ce costume-là que j'ai eu gratuit, mais presque. Mais bon, ça me change, Ouais. tu vois, je joue un bon perso. Disons que si t'es fan de jeux solo, je crois qu'il faut attendre Tekken 7 et il y aura des super CG avec des mecs qui. Non, mais Avec Heihachi qui fout son père. Enfin, avec Heihachi si qui t'es se fait fan- mettre dans un volcan. si t'es fan de solo, le contenu est censé arriver avec le patch en mars. Donc si t'es fan de jeux solo, tu Non, peux. non, le jeu solo il arrive en juin. Ah oui, en Mais- juin. mais- Alors attends, c'est quoi qui arrive en mars alors? Parce que je m'y perds, ils ont promis En tellement de mars, trucs. c'est le magasin qui s'ouvre. Ah et d'accord, donc c'est les premiers nouveaux persos. personnages- C'est les nouveaux persos. Ok, ouais, bon alors si t'es fan de jeux solo, effectivement, attends juin, fous Street 5 sur l'étagère, et puis là tu te feras Moi- plaisir. Moi, j'ai une bonne suggestion. Plutôt que de jouer à Street 5, écoute, il faut jouer à Injustice. Parce que Alors, faut qu'on explique aux auditeurs que Injustice, c'est un peu notre private joke. c'est notre c'est à running chaque fois gag. À chaque fois que Quick se passe à Paris ou vice versa, que je vais chez lui, eh bien à chaque fois je lui dis il faut qu'on joue à Injustice juste pour rigoler. Parce qu'en fait, Injustice, je trouve ça très très laid. Le monde, comme vous le savez peut-être, je suis mordu jusqu'aux atomes de mon corps des comics, mais alors je les trouve tous très laids. Le setting de ce jeu est débile parce que c'est Mortal Kombat-esque mais meets DC. Mais c'est c'est un vraiment jeu- c'est un jeu le qui- moteur c'est un de jeu qui Mortal me Kombat fait- de toute façon. Hein. C'est le moteur c'est de un Mortal jeu- Kombat, tu le sens. Ouais, bien sûr. C'est un jeu qui à la fois me fait gerber et à la fois qui me fascine complètement. Et je me dis à chaque fois, Quick, ça y est, on a oublié de jouer à Injustice. Et on n'a jamais finalement, on n'a jamais joué à Injustice. Ben, Alors, on n'y c'est un avait peu- jamais c'est un peu joué, sa punition. mais sache que pendant les dernières soldes de Steam, je l'ai acheté et j'ai commencé à faire le mode story et c'est affreux. Et c'est affreux, horrible, vraiment. Ah, c'est dégueulasse. Et moi, il faut que j'explique le setting quand même. C'est un monde où Superman s'est fait droguer par le Joker et dans la colère, il a foutu un coup de poing à Lois Lane qui l'a propulsé dans la stratosphère et il l'a tué. Et il est devenu fou, il est devenu un espèce de Il est- dictateur. Il est devenu Maboule. dictateur. Voilà. Il est devenu Vega. Et donc, t'as certains des super-héros qui finalement ont rejoint Superman en disant ouais, bon, finalement, c'est pas plus mal. Et un autre groupe de super-héros, comme par hasard mené par Batman, qui mène une sorte de résistance contre Super Maboule. Mais voilà, au moins, il y a un setting de quelque chose. Tu vois, par exemple, Puyo essayait de m'expliquer qu'en fait, Street 5 passe avant Street 4 dans la chronologie. Et genre, il n'y a rien qui me l'explique, quoi. Genre, je comprends plus ces personnages. Alors, Et alors, par contre, beaucoup de gens ont crié sur les illustrations intermédiaires en disant qu'elles sont moches. Moi, je trouve que ça passe parce qu'ils voulaient faire un truc un peu cracra. Dans la mesure où, par rapport au lancement du jeu, ça reste à peu près cohérent. Mais si l'esthétique du jeu était en 2D et de ces illustrations-là, moi je signais tout de suite. Alors, Vraiment, tu cette vois, 3D me débecte. moi, Voilà, c'est marrant parce que ça j'ai me pas débecte. grand-chose à reprocher à la 3D. Et je trouve les illustrations 2D dégueulasses avec des proportions complètement ahurissantes. Donc, on a vraiment des points de vue diamétralement opposés là-dessus. Donc, c'est assez drôle. Mais sinon, quand tu joues, est-ce que quand même, quand tu joues, tu arrives à prendre du plaisir, même si tu n'as pas ton mode arcade et ton mode Bah story? écoute, je découvre Rachid. Et Rachid, c'est un peu mon nouveau coup de cœur parce que Rachid, il se bat comme un personnage d'un dessin animé qui s'appelle Giant Robot. Le personnage s'appelle Shogeki no Alberto, qui veut dire Alberto of Impact. Et c'est une espèce de je sais pas comment t'expliquer. Il est habillé comme un noble salaryman avec un scanner sur l'œil gauche. Enfin, il a un œil. Enfin bref, il a un bandeau sur l'œil, quoi. Et c'est un mec méga badass qui fait des coups à peu près inhabituels par rapport à un mec de sa stature. Et il me fait penser à ça, c'est-à-dire que il se bat pas du tout comme un art martial arabe. Le Rachid, il se bat comme un chinois. Et je trouve que c'est vraiment cool, quoi. Enfin, le personnage est vraiment rigolo. J'aime beaucoup il le a des- design aussi, ouais, je le trouve vraiment très sympa. c'est Vegeta, qui se bat comme un chinois, quoi. Pour moi, c'est vraiment le vrai perso. J'ai un gros problème avec Linda, qui est la sœur de Sean, je crois. Et Laura. Laura. Alors, Laura. est-ce que c'est sa sœur? J'en sais rien. Dans le mode Oui, c'est story, sa j'ai sœur, vu c'est- ils sont proches, mais Non, c'est sa sœur. d'accord, ça a été explicitement dit que c'est sa sœur. Ouais. Et tu vois, et tous les autres persos, Nekali, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il y a vraiment de bonnes idées dans Nekali. Ils ont essayé, tu vois, au moins, tu sens que Street 5, c'est ce que Street 3 a été pour Street 2, c'est-à-dire un jeu nouveau, fait un peu pour désarçonner les gens.
Les gens gueulent au début et puis ensuite ils ont fait Street 3.2 et Street 3.3. Bah, il y a des prises de Euh, risque, genre ils ont complètement refait Dalsim pour Ouais. avoir essayé hier de faire le survival en easy de Dalsim pour débloquer la couleur, mais je pleure, je suis incapable de jouer le nouveau Dalsim. C'est Le très Dalsim, très dur. je dirais qu'il est oblique. Il fait rien normalement. C'est vraiment très 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 Dalsim désarçonnant parce que me fait penser à un personnage de Vampire Hunter maintenant. c'est vrai qu'il y a de ça, ouais. Et autant dans le 4, il ressemblait quand même à celui de 2X, donc il était encore bien jouable. Oui, Là, il allait tout droit quoi. ouais, Son mais coup là de poing, ils il ont allait tout droit. tout ses skills, changé. ils allaient Enfin, tout je veux dire, droit. ne serait-ce que son coup de poing fort, quand tu es debout, tu fais coup de poing fort où il se tord en arrière pour passer les poings entre ses jambes. Enfin, il faut le voir pour le croire. Enfin, c'est très très difficile à jouer. Et sa boule de C'est un feu. nouveau perso. C'est un nouveau Voilà, perso. sa boule de feu qui fait un arc de cercle, c'est pareil. J'ai pas vu, bon, peut-être que j'ai pas joué au bon jeu, mais j'ai pas vu beaucoup de jeux de baston où les coups comme ça étaient en arc de cercle. Alors Ah, il y a ils ont enlevé tous les personnages à charge. Je crois que Nash, c'est plus il fait plus de charge non plus. Nash ne fait plus de charge. Il reste quelques charges. Ils vont en remettre Ouais. d'ailleurs parce que Gaël va revenir, donc Gaël sera à charge. Je Mais sais plus. J'avais oublié que Gale. Gaël revient, ouais, et je pense qu'ils vont le mettre à charge. Ils peuvent pas faire autrement. Il y aura Boxer Sinon aussi. c'est Je le même pense que perso. Boxer sera à charge aussi. Chun-Li, sa boule de feu est encore à charge, par exemple. Pour moi, la grosse modif, c'est Vega, enfin Bison, enfin Dictateur. Un pardon. dictateur se joue plus du tout pareil aussi. Et il se joue plus pareil. Et surtout, il est démentiellement fort, quoi. Il est assez balèze, mais j'ai essayé de le jouer et j'y arrive pas trop non plus. J'ai un gros problème pour affronter puisque je joue beaucoup en survival. En plus un peu de versus. Alors on n'a pas parlé du en ligne, mais évidemment, Bah, j'allais c'est parler le du en début. ligne parce que c'est plus mon truc que le tien. Euh, c'est le début et vraiment. Bah vas-y. ouais, juste pour finir sur la boule de feu en cloche, moi j'avais Léona dans King of Fighters, mais à part ça, j'en connais pas beaucoup d'autres qui ont ça, quoi. Donc je trouvais ça assez intéressant. En tout cas, pour un street, c'est une première à ma connaissance. Pour le online, donc le online, c'est plus mon truc. Moi, je joue essentiellement online. Alors, il y a du bon. Le netcode est quand même pas trop mal foutu. Faut dire ce qui est. Les options de recherche sont sympas. Le fait de pouvoir rechercher que des gens à 5 bars, ou alors que des gens sur PC ou que des gens sur PS4 ou des choses comme ça, c'est pas mal. Après, c'est un peu les seuls trucs bien foutus. Tout le reste, Ouais, c'est je la crois qu'ils ont catastrophe. pas osé faire rechercher que les Français pour faire que des batailles entre Français. Alors, bah ça, c'est le matchmaking fait naturellement du positionnement géographique. Il va Ah ouais? quand même, ouais, en random. Moi, je suis jamais tombé sur des gens en dehors des USA a priori. Alors, moi, j'ai affronté quelques Français et ça se passait très bien. Et un mec m'a invité pour une partie. On a ouvert une room. Et là, par contre, c'était ramage. Ça ramait. Est-ce que c'est pas parce que tu étais en train de twitcher en même temps? Alors, si je twitchais en même temps, mais sur les autres parties que je faisais, ça ne posait pas de Ça problème. posait pas de problème? Ouais. Bah après, c'est un peu aléatoire, ça dépend de sa connexion, ça dépend de. Il y a pas mal de trucs qui peuvent poser problème, mais Ouais, et puis le le jeu match- est lourd quand même. alors, Il y a je beaucoup sais de chargement. pas. Il y a beaucoup de chargement. Il y a beaucoup de chargement, ouais. Moi, j'ai la chance, bah, je l'ai sur PC, donc je l'ai installé sur un SSD, donc ça va, c'est pas trop. Les temps de chargement, ça va. Ah, tout ce que tu dis, pour moi, c'est du Nwashi, là. Un Oui, non, SSD, c'est un. je sais. Bon. C'est juste pour dire que moi, je mets le SCUD et ça marche. Oui, bah moi j'ai lancé Steam et puis ça s'est installé tout seul. Écoute, non, sur le réseau, donc quand le code réseau, quand tu arrives à avoir un match, globalement le code réseau est plutôt bon. Le problème c'est tout le reste et c'est lié aussi à l'interface. L'interface est catastrophique. Les outils de recherche sont vraiment pourris. Par exemple, tu as un outil qui permet de rechercher, ne serait-ce que pour ajouter des amis à ta friend list, ça n'existe pas. Le seul truc que tu peux faire, c'est ajouter des favoris. Et quand tu ajoutes un favori, l'autre, il n'est pas prévenu de l'autre côté. Donc, il faut que les deux personnes s'ajoutent déjà. Donc, ça n'a déjà aucun sens. La recherche, tu peux faire une recherche via Steam ID. Ça n'a jamais fonctionné chez moi. Et je crois que via PSN ID, ça ne fonctionne pas non plus, si j'ai bien compris. Donc, il faut faire toutes les recherches par Capcom ID. Le Capcom Ouais. ID est lié à ta copie du jeu, donc c'est-à-dire que si tu as le jeu sur PC et sur PS4, tu es obligé d'avoir deux Capcom ID. Donc tu es obligé de monter tes persos de deux côtés. Enfin, il y a tellement de trucs Ah. complètement aberrants comme ça. Le fait de pouvoir jouer crossplay, c'est super. Moi, je suis super content de pouvoir jouer contre des gens sur PS4. Mais avoir lié comme ça le compte à la plateforme, c'est débile. Pour conclure, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que Capcom a voulu faire un jeu de compète. Ils ont voulu le sortir à temps pour leur compète et ils l'ont bâclé pour ça, quoi. Bah, Et c'est pour C'est une pour early ça qu'ils access ont- vendue au prix d'un jeu plein pot, quoi. Voilà, c'est une ils early ont access copié. qui dit pas son nom.
ils ont sectionné leur jeu et du coup, il manque des personnages, il manque des parties Et il entières manque du des jeu. modes de jeu. Enfin, je veux dire, tu vois, quand Ouais. tu invites des potes à jouer, tu peux faire un lobby quand un contre un. Enfin, il y a des options sympas. Tu peux faire un FT1, FT3. Enfin, FT, ça veut dire first to one, first to three. Donc, c'est premier à 1, 3 victoires, 5, 10. Ça, c'est cool. Mais tu peux pas faire un lobby à plus de 2 personnes. Tu peux pas inviter Ah ouais? 4 mecs. Non, tu ne peux pas. Quand tu crées un lobby, Waouh! c'est 1 contre 1, point barre. Tu peux pas avoir de spectateurs. Tu peux pas avoir de Incroyable! room où ça tourne. Alors, ça viendra avec les prochains patchs. Je l'espère avec celui de mars, peut-être. Mais voilà, tout ça Incroyable. n'a Ah pas ouais, été mais je pense que. implémenté. Mais surtout, du coup, bah, vu la mauvaise répute, le jeu se vautre Bah, pas le mal au niveau jeu, des ventes. alors le jeu Et se est-ce que- vautre au niveau des ventes, mais je mettrai un bémol, on n'a pas les chiffres du démat, sachant que le PC c'est 100% du démat. À ma connaissance, il n'y a pas de version boîte pour Street 5. Peut-être que je me plante, mais en tout cas, j'en ai pas entendu Alors, parler. c'est une règle qu'on connaît dans Gaijin Dash, c'est que quand on communique, donc le podcast que j'anime avec Puyo Et Greg. et Greg sur Gamecult, c'est que quand les Japonais ne communiquent pas sur les chiffres de vente, c'est que c'est pas bon. Ouais, mais Si c'était bon, ils auraient déjà dit waouh, on a Mais le on a démat, cartonné. t'as jamais les chiffres parce que les instituts qui comptabilisent les ventes ne comptabilisent jamais le démat. Ouais, mais ils auraient dit waouh, ça marche à trop et C'est et on- c'est possible, mais ils en auraient tout cas, communiqué dessus quoi. sur PC, c'est très difficile parce que déjà les chiffres de vente via Steam sont secrets, que les instituts qui recensent les ventes les ont pas forcément, ne communiquent pas dessus. Donc, en tout cas, les Je ventes sais sur pas PC de Street 5, s'ils iront jusqu'au bout de leur truc commercial quoi. Je sais bah, pas si- j'espère, mais en tout cas, c'est vrai que le jeu se fait défoncer de partout et à juste titre parce qu'il est vendu en kit. Et un dernier truc qui porte préjudice au jeu, bah, il y a 2 trucs qui portent préjudice au jeu. C'est qu'ils ont voulu l'ouvrir à un nouveau public, donc ça c'est très bien, mais le vendre avec un contenu solo aussi rachitique, c'est pas terrible, sachant que online, le nouveau public, enfin je sais pas comment ça se passe en France, mais aux US, le niveau il est déjà super élevé. 24 heures après la sortie du jeu, je tombais sur des mecs qui géraient Fang, un perso qui n'avait jamais été dispo en bêta jusqu'ici, super bien, et tu te dis c'est pas Alors, possible quoi. il faut aussi dire que c'est parce que tous les bons joueurs ils sont encore au bas du tableau et ils sont pas encore montés. S'il faut voir ça. Ouais, il y avait certainement de ça. Bon, là, je pense que ça va se décanter et que les bons joueurs vont vite disparaître pour laisser les débutants entre eux. Mais c'est vrai que ça avait tendance à être un peu. Bon, ça dégoûte un peu, quoi. Tu commences, tu enchaînes les défaites, tu t'amuses pas trop. Et Ouais. puis, autre truc super relou, le rage quit qui n'est pas pénalisé. Ça, c'est absolument insupportable. À l'heure actuelle, quand tu joues online, tu tombes sur un mec qui a un beat by 10 ou plus. On va dire que tu as 90% de chances que si tu commences un peu à gagner, le mec, il va interrompre le jeu. Et comme il n'est pas pénalisé, bah, il a rien à perdre à le faire. Et ça, c'est Ah. super relou. Alors Putain, comment ils Capcom, ont pas pensé à ça? mais parce qu'ils l'ont sorti à l'arrache, le jeu. Ils l'ont sorti à l'arrache. Ils étaient pressés. Ils voulaient les sortir à temps. Ils voulaient le sortir à temps pour l'Evo et puis pour 2-3 autres événements de pro gaming. Et du coup, ils l'ont sorti en kit et c'est lamentable. Ils Bon. ont promis, là, il y a eu une update hier où ils promettent de punir le rage quit, mais ils te demandent de fournir des preuves, genre t'envoies une vidéo de ta capture Twitch ou tu fournis le nom d'un mec qui rage quit. Enfin, en gros, faut faire le boulot pour eux. Enfin, les mecs, mais vous sortez-vous là. On est en 2016, Capcom. Sortez-vous les doigts et faites une vraie politique pour punir les mecs qui rage quit. Donc Street Fighter V, un jeu qu'on a rage quit en fait. Mais ouais, moi je vais continuer parce que online ça fonctionne de mieux en mieux. C'est-à-dire que oui, les serveurs pendant la première semaine c'était une catastrophe, ça se déconnectait en permanence. Là, ça fait longtemps que j'ai pas eu une déconnexion qui n'était pas l'œuvre d'un rage quitter, donc ça va mieux. Mais c'est vrai que ça aussi au début c'était horrible parce que ça te pénalisait même sur ton contenu solo. Quand tu faisais ton mode survival et que tu te faisais déconnecter et que bah, ça servait à rien de continuer parce que tu gagnais pas la fight money, ce qui est l'argent virtuel qui va te permettre d'acheter les persos, ça aussi, ça c'était pas encourageant. Donc ça, c'est réglé, ça va mieux. Enfin, en tout cas, de mon côté, je n'ai plus trop à subir de déconnexion. Et le jeu va se bonifier avec le temps, mais c'est vrai que vu comme il s'est fait défoncer et qu'a priori les ventes sont pas si bonnes que ça, ben peut-être que les plans de Capcom de ne jamais sortir de nouvelles versions et de juste raffiner celui-là, bon, peut-être est un petit peu bouleversé. Eh bien, je conclurai avec cette phrase de Chirac. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Je vous hais tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un sale gang d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes. Alors, After Eight est un titre trompeur parce qu'on aime aussi des trucs, des films, des séries, des jeux. Et donc, une fois par épisode, on fait une reco. Alors, Quix, quelle est ta recommandation de cet épisode? Alors, ma recommandation, c'est une série qui s'appelle Bob's Burgers, qui est une série absurde, hilarante, sur une famille dysfonctionnelle. Bon, ça, c'est typique de Simpsons, Family Guy, les classiques du genre, avec un setup un peu bateau où ils sont dans un restaurant de hamburgers. Mais c'est une série qui est très intéressante parce qu'elle a un ton très adulte.
Ça se voit pas forcément dès la saison 1, mais ça se raffine et ils commencent à trouver un petit peu leur ton au fur et à mesure des épisodes. Et c'est une série que je ne peux que recommander parce que déjà c'est très drôle. C'est une série assez particulière. La famille entière bosse dans un restaurant, les enfants y compris, et elle est quasi intégralement doublée par des hommes. Dans la famille, la seule à être doublée par une fille, c'est Louise, qui est une des petites filles, qui est Kristen Schaal. Mais il y a un autre personnage féminin, une autre petite fille qui, elle, est doublée par un mec, c'est Tina. Et pareil, la femme de Bob, donc Bob qui est le personnage principal, sa femme Linda, est aussi doublée par un mec. Alors, c'est un choix de casting assez curieux. Et même si pour Tina, on le crame directement, j'avoue que sur les premiers épisodes, je n'avais pas calculé que Linda était doublée par un mec. C'est South Parker donc. Parce que c'est dans South Park, c'est vrai que c'est Parker et Stone qui font la plupart des voix. Là, c'est pas forcément parce qu'ils ont un nombre limité de doubleurs. C'est un doubleur qui va faire Linda, c'est un mec qui va faire la fille, et il fait que ce rôle-là. Mais c'est vraiment un choix très. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça, mais en tout cas ça fonctionne. Bob, donc le personnage principal qui est le propriétaire du restaurant et le cuisinier principal, est doublé par John H. Benjamin, qui est aussi le mec qui double Archer dans la série du même nom. Ça a donné lieu d'ailleurs à un crossover assez marrant dans Archer. Ah, cool. Alors pour ceux qui ont vu Archer, si vous n'avez pas compris l'épisode où il est cuistot dans un restaurant de burgers avec une femme et des gosses, et ben c'est un crossover avec Buzz Burgers. Et vraiment, Buzz Burgers n'est une série qui n'hésite pas à parler de cul, qui n'hésite pas à faire des blagues là-dessus. Il y a toujours 2 niveaux de lecture, mais c'est pas une série, si tu veux, c'est pas un Pixar où les enfants et les adultes peuvent apprécier de la même manière. Même s'il y a 2 niveaux de lecture, je le déconseillerais vraiment aux enfants parce que même si souvent c'est surtout des sous-entendus, il y a vraiment des fois où c'est explicite, mais c'est vraiment très très drôle. Je recommande à tous les gens qui voudraient s'y mettre de pousser un petit peu plus loin que la saison 1. Alors moi je les regarde sur Netflix, je ne sais pas si c'est dispo sur Netflix en France, donc ce sera à toi de me le confirmer. Et je ne sais pas si Oublie pas que j'utilise Netflix US. Ouais, mais peut-être plus pour longtemps. Je te rappelle que les VPN vont bientôt être bannis par Netflix. Ça me donne une raison de plus de quitter. Donc voilà, donc je suis un peu super fan de Buzz Burgers, mais je ne sais pas si il y a une manière légale de le regarder en France. En tout cas, s'il y en a une, je vous recommande de regarder Buzz Burgers. Ah bah écoute, c'était une chouette reco. Voilà. Je suis curieux. Quel est ta reco à toi? Moi qui est là chez South Park, je suis curieux. Alors ma reco. Moi alors écoute, par accident, j'ai vu Midnight Special. Donc, un film. Le film de Jeff Nichols. Alors il faut que je raconte juste une petite minute comment j'y suis arrivé. J'y allais au ciné pour aller voir une comédie française. Le truc avec Edouard Baird et Sandrine Kiberlin. C'est encore un de ces films ce que j'appelle la Hollande-exploitation, tu sais, c'est ces films où les mecs de gauche font des blagues genre on n'aurait pas dû voter à gauche. Et il y en a de plus en plus. Et je croyais que t'en avais un peu marre de la Hollande-exploitation, de ces genres de blagues. Non, mais moi je vais tous les voir, tu sais, c'est mon taf, Donc du coup, je me suis dit je vais aller le voir et j'ai pris mon billet. Puis tout d'un coup, j'entends au micro, il reste des places pour Midnight Special en présence du réalisateur Jeff Nichols. Et là, mon sang a fait qu'un tour, je cours et je dis j'ai fait une erreur dans la machine. J'ai fait une erreur, je voulais prendre Midnight Special et j'ai eu et à la place j'ai eu film de merde. Film de merde. Non, je devrais pas dire ça parce que je l'ai pas vu, mais ce random movie. Voilà. Et là, je m'installe. Je suis dans la salle et donc Jeff Nichols arrive. Je suis un peu comme une midinette. Et alors, il faut resituer Jeff Nichols. Jeff Nichols, c'est un des nouveaux réalisateurs, jeunes réalisateurs, les plus talentueux de ces dernières années. On lui doit Shotgun Stories, mais surtout qui était déjà génial. Et on lui doit Take Shelter, qui est un film extraordinaire. Et Mud, je sais pas si tu as vu un de ces films. Non, Take Shelter, j'en ai beaucoup entendu parler et je l'ai malheureusement pas vu, mais. Bah écoute, si t'as un grand écran et comment t'expliquer son cinéma? En fait, Jeff Nichols et Midnight Special en particulier, c'est qu'est-ce qui serait passé avec Shyamalan s'il avait continué à avoir du talent après Unbreakable? C'est vraiment des films. C'est des films très profonds qui comptent énormément sur son acteur, à savoir Michael Shannon. Alors on peut rigoler en disant que Michael Shannon est un zod ridicule dans Man of Steel, mais Michael Shannon est un acteur extraordinaire, intense comme on dirait en anglais. Et il porte les films de Jeff Nichols sur ses épaules.
Il est incroyable. Il est incroyable. Bon, et donc, l'histoire de Midnight Special en 2 mots. C'est l'histoire d'un gamin qui est kidnappé par son père. Il était a priori dans une secte. Et il est poursuivi à la fois par le FBI, la CIA et aussi des mecs de cette secte. Et on sait rien de ce gamin à part qu'il y a peut-être quelque chose de pas d'anormal ou paranormal. Je suis rentré au cinéma en ne sachant rien du film. J'ai été estomaqué. C'est un des plus beaux films américains que j'ai vu de ces dernières années. Évidemment, je pense énormément à Unbreakable parce que c'est vraiment ce genre de profondeur qui est recherché et qui est voulu par Jeff Nichols. C'est un très grand film à la fois sur l'Amérique, puisque c'est un road movie, puisque c'est une course-poursuite. Michael Shannon et son fils, et ensuite sa femme, il rejoint sa femme qui est Kirsten Dunst, partent en voiture et ils sont poursuivis donc par les forces de l'ordre et par ces mecs de secte. Les acteurs sont fabuleux. Adam Driver, à savoir Kylo Ren, que maintenant tout le monde connaît sous le nom de Kylo Ren, mais aussi le mec fabuleux dans Girls, joue un agent FBI CIA, mais qui est génial. Il est vraiment très très drôle. Il y a de l'humour, mais aussi il y a une des scènes qui m'a le plus bouleversé de ces dernières années de cinéma. Elle est dans ce film. Je m'autorise à rien révéler du tout, parce qu'en plus le film n'est même pas sorti en France. Il sort en mois de mars en France, et je pense qu'il sort bientôt aux États-Unis. D'accord. C'est vraiment un putain de grand film. Il est directement mon film de l'année pour l'instant. Donc vraiment, je saurais trop le recommander, d'y aller sans aucune attente, sans rien lire dessus, juste de se lancer. C'est vraiment une course-poursuite sensorielle qui se joue là-dedans. Je devrais en dire rien de plus. Voilà. Non, Voilà. mais là, Allez voir Midnight Special, c'est extraordinaire. tu m'as bien donné envie là. Donc dès qu'il sort dans les salles, on se précipitera pour les voir. Et Midnight faites Special. Faites Take Shelter, mec. Take Shelter est extraordinaire. C'est noté. Ouais. Eh bien voilà, je crois que avec les recos, nous bouclons notre premier vrai épisode d'After Eight. D'ailleurs, il existe le numéro 0. Je sais, à l'heure où il est, on n'a pas encore décidé si on le diffusait ou pas. Je pense qu'en fait, il faudrait lancer un Patreon et s'il y a assez s'il y a assez de dons, on va mettre le 0. On va attendre d'avoir des auditeurs avant de penser à un Patreon, je pense. Ouais, non, c'était, je plaisantais, hein, Quicks. Non, mais je sais parce que toi, t'es à LA, toi, t'as pas de souci d'argent, mais moi, je suis dans un pays pauvre, comme la France, c'est autre chose. Alors, mon ami Quicks, où peut-on te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Twitter, @Quicks, sur Gamecult sur les forums et sur GamingSins198X. Et toi? Et moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @KamuiRobotics. J'écris aussi sur Gamecult. J'écris sur Slate, Pixel du Monde. J'ai un article à venir, je ne sais pas s'il sera publié au moment de diffusion, mais un article un portrait sur Miyazaki, le créateur de Dark Souls. Et BuzzFeed aussi pour Koh-Lanta? Non, là, je fais plus BuzzFeed. Tu fais plus BuzzFeed? Je fais plus Koh-Lanta chez BuzzFeed. Je ne sais pas encore. Je sais pas encore si je vais donner des projets secrets. Koh-Lanta. Ouais, non, pas vraiment. C'est juste un peu de changement et puis ça fait du bien de changer. Et tout d'ailleurs, en plus, le dernier épisode de Koh-Lanta, j'ai pas pu le regarder puisqu'il passait en même temps que les Césars. Oh là là. Donc les deux émissions, tu vois, les plus mal montées enfin, je veux dire, ils durent 3 heures et 4 heures, tu vois. Enfin, mais tes priorités, Daniel. J'ai regardé en double screen, hein, figure-toi. Et donc, à bientôt pour notre prochain épisode. On attend vos retours, vos suggestions et vos critiques aussi. En attendant, on vous dit à bientôt et parlez-en autour de vous et salut! Merci d'avoir écouté, salut!